Shelva qui va remporter la dernière étape à Bora Bora sur Tahiti Nui Télévision. On vit ça ensemble. Shelva, le sourire aux lèvres. Shelva sur le toit du monde, sur le devant de la scène. C'est fait. Bravo pour Meite. Shelva. Intense, c'est une victoire qui entre dans l'histoire. Shelva A décroche sa 10e étoile et devient l'équipe la plus titrée de la Hawaii Kinui. Nous reviendrons sur cet exploit dans quelques instants. Des images choc pour dire stop à l'ice. C'est l'objectif du pays avec la campagne de sensibilisation No Ice, un court-métrage inspiré d'histoires vraies pour raconter le processus d'addiction et ses conséquences. C'est un café comme les autres, mais avec un petit truc en plus. À Papeete, le café Oa Oa mise sur l'inclusion. Ici, les personnes porteuses de handicap trouvent un métier, une reconnaissance. Un pari humain au cœur de la capitale à découvrir dans notre édition. À la veille de la Toussaint, la coutume du sable blanc se perpétue. À la presqu'île, on s'active pour proposer des sacs, préparer les tombes pour rendre hommage aux défunts. Une course qui nous aura tenu en haleine pendant 3 jours de compétition et le verdict est tombé. Shelva A est le grand vainqueur de l'édition de la Hawaii Kinui 2025. Les hommes en jaune s'imposent grâce à la dernière étape au terme d'une stratégie osée mais payante. Une 10e victoire historique qui fait de Shelva A l'équipe la plus titrée de la Hawaii Kinui. Le récit de cette dernière étape avec Nicolas Pérez et Jeanne Tinoroa. Shell, seul sur le toit du monde du Va'a. Si la Hawaii Kinui se gagne par la force des bras, elle se gagne aussi et surtout par le choix du cap. Et cela, Shell l'a bien compris. Seule à choisir la trajectoire la plus au sud, l'équipe au coquillage décroche cette 3e étape grâce notamment à un rété Ebb des grands jours. On savait qu'on avait les moyens de gagner ce Hawaii Kinui. Même si on a juste eu 2 mois d'adaptation, moi j'ai eu juste 2 mois d'adaptation avec les copains et on a pris un cap différent que les autres, on était tout seuls en haut. On a bien surfé, on a bien géré notre moitié de course et arrivé à Toriro, on a commencé à travailler, à pousser et c'est ce qui a fait la différence. Le cap a été décisif certes, mais Shelva A également misé sur cette nouvelle génération de Haito. Oui, il y a le choix du cap, c'est vrai, il y a aussi les bonhommes, ce sont des jeunes. J'ai confiance aux jeunes générations, ils sont là, ils rament. Je pense qu'on est les meilleurs aujourd'hui, parce que gagner Hawaii Kinui, premier et le deuxième d'un écart de 5 à 7 minutes, c'est beaucoup. Parti favori avec 2 minutes d'avance sur les hommes en jaune au départ de Taha, Team OPT n'est pas parvenu à conserver son avance. Vainqueur des 2 premières étapes, il termine 2e sur le podium. Au début, on était par derrière pour voir quel cap RTT Shell allait le prendre. Mais manque de peau, on a raté le wagon de Shell quand on s'est focalisé sur RTT. Et à la pointe Toriro, on nous dit que Shell est à 500 mètres devant. C'est le jeu, c'est la course. Félicitations à RTT et voilà. Air Tahiti, spécialiste de cette dernière étape, est arrivé en 2e position sur la plage Matira de Bora Bora. Une performance qui lui permet de terminer 3e de cette édition 2025. Ouais, on était bien aussi en bas. Après, vers Toriro, on a vu Shell passer par la droite, par la gauche. Et c'est là où ça s'est joué. Félicitations à eux. Avec cette victoire, Shelva A décroche une 10e étoile et devient ainsi l'équipe la plus titrée de cette course mythique. Et ce matin, quelques heures avant l'arrivée des rameurs, nos journalistes étaient présents à Matira pour rencontrer bénévoles et techniciens. Toutes ces personnes qui s'activent chaque année pour préparer le site d'arrivée de la Hawaii Kinui, Désiré Teivao et Jessica Doucet. C'est ici, sur cette plage de Matira, que les 73 équipages engagés sur les 3 étapes de la Hawaii Kinui feront leur arrivée dans quelques heures. En attendant, toutes les équipes attestent à faire pour mettre en place tout le dispositif pour assurer l'arrivée des pirogues tout à l'heure. Elle est combien en termes de longueur pour cette ligne d'eau? Voilà, pour 200 mètres de chaque côté, pour faire un couloir pour les pirogues qui arrivent. Et c'est l'espace à ne pas franchir? Oui, l'espace à ne pas franchir pour la population et tous les spectateurs. Faut se lever tôt, c'est pas froid? Attends, je vais demander, hey, elle est fraîche?
Pour l'île et la commune de Bora Bora, la Hawaii Kinui, c'est l'un des plus gros événements de l'année. Et depuis une semaine, toutes les équipes de la commune sont au travail. Depuis une semaine, les équipes de la commune sont au taquet sur Hawaii Kinui. Donc l'équipe qui gère le Wharepote a déjà fait la propreté, les implantations de NTV sont installées, le quartier des officiels, l'endroit de la fédération. Donc tout est prêt, les cocos, les couronnes. Vous êtes rodés en quelque sorte. Pratiquement, c'est du papier à musique pour nous. Comme vous le voyez sur ces images, l'effervescence monte ici à Matira. La population de Bora Bora s'est déplacée en nombre comme chaque année. Les premiers pirogues sont attendus ici à Matira dans un peu plus d'une heure. Et la compétition continue. Demain matin, le coup d'envoi de la ARE sera donné. 130 équipages des Benjamins aux entreprises prendront la mer autour de Matira sur des parcours de 4 à 16 km selon les catégories. Des courses à suivre en direct sur TNTV, nos sites internet, réseaux sociaux dès 7h50. Vous avez certainement vu passer le teaser de ce court-métrage intitulé No Ice. Il s'inscrit dans la campagne de sensibilisation du pays contre le fléau de la méthamphétamine. Inspiré d'histoires vraies, le film raconte le processus d'addiction et ses conséquences. En tête d'affiche, Ravahire Siou et Teva Salmon. C'est un reportage de Laure Philibert. Sombrer jusqu'à devenir l'ombre de soi-même, un rôle de composition interprété par Ravahire Siou. Dans ce court-métrage, signé Mark Richardson, Miss Tahiti 2023 incarne une jeune femme happée par l'addiction à l'ice et qui voit sa vie chavirer. Après la diffusion d'affiches illustrant des personnages avant et après la consommation de méthamphétamine, cette capsule à l'initiative de la Direction de la Santé s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation menée par le pays. Destinée à susciter la réflexion des 25 000 élèves des classes de 4e à la terminale, la vidéo sera diffusée dès le mois prochain dans les établissements du secondaire. C'est la première fois que j'incarne un rôle et je pense que pour une première, c'était un rôle qui était quand même compliqué. C'est à l'opposé de ce que je suis, comme je disais, dans la vie de tous les jours, où je suis quelqu'un qui est douce. Là, il fallait montrer de la violence, montrer de la colère et j'y ai mis tout mon cœur en tout cas. La campagne sur le niveau scolaire, c'est vraiment ouvrir la parole. Ça sera des diffusions dans les écoles à partir de fin novembre pour discuter, former avec des personnels qui auront été formés aux addictions et faire en sorte de donner les bons messages aux jeunes pour qu'ils puissent dire non et qu'ils puissent en parler. Cette campagne, qui a mis à contribution plusieurs ministères et services, va se décliner sous différentes formes pour toucher un public varié. On aura d'autres campagnes qui seront menées tout au long de l'année, mois par mois, pour insuffler des messages en fonction des publics visés. Malgré quelques tensions, le ministre de la Santé appelle à la synergie des différents acteurs dans le domaine de la prévention, y compris la Fédération de lutte contre la drogue et la toxicomanie. No Ice sera diffusé dès la fin novembre à plus de 25 000 élèves de la 4e à la terminale. Si vous ne savez pas encore où aller déjeuner, une nouvelle adresse vient d'ouvrir à Papeete et pas n'importe laquelle. Le café Oaoa, un lieu de restauration et d'inclusion. Ici, chaque repas soutient l'emploi et la formation de personnes porteuses de handicap. Nelson, Tamatea et Arthur vous y accueillent avec le sourire pour un vrai moment de partage. Sophie Guébel et Jeanne Roy ont poussé la porte de cet établissement. Dans le centre-ville de Papeete, le sourire du premier café joyeux compte séduire la clientèle de la capitale. Arthur fait partie des 3 employés porteurs de handicap. Il travaille ici depuis la semaine dernière. Ça permet de m'occuper pendant ma journée, discuter avec les gens, tranquillement, gentiment. J'aime aussi inventer des petites blagues pour mettre une bonne ambiance. Je fais de mon mieux que les clients soient heureux, comme on le souhaite dans cette café ici. Un café inclusif où la joie, le partage et l'échange sont les maîtres mots. En salle comme en cuisine, les employés ont tous une appétence pour le métier de la restauration. La carte a été élaborée par des chefs cuisiniers. Ici, pas de stage, mais un CDI à la clé.
J'aime bien la cuisine. Au début, je ne pensais pas que c'était pour moi la cuisine. Et quand j'ai appris la cuisine petit à petit par ma chef, Vanina, là, ça glisse. On devrait donner un petit peu plus la chance à ce public, jeune ou moins jeune même, hein, de faire leurs preuves. Il y a des choses qui ont été faites, qui ont été initiées, mais ça va être des stages par exemple. Donc, ok, 3 mois c'est cool, et puis après il n'y a plus rien derrière en fait. Dans ce restaurant, tout a été pensé pour éviter le stress et la surcharge. Le concept vient de Métropole. Il a été repris et adapté par Olivier, lui-même papa d'un garçon en situation de handicap. On s'est dit qu'il y avait plein de jeunes dans le champ du handicap qui avaient pu acquérir une technicité en cuisine, en pâtisserie, en service. Et c'était dommage que ces jeunes-là ne puissent pas s'exprimer. Quand je vois aussi Tamatea arriver le matin avec un sourire jusque-là, je me dis que c'est un début de réussite du projet. Un premier café inclusif financé sur fonds propres avec le soutien de partenaires. D'autres sont en projet à la Presqu'île et dans les îles. Venez au contact de nos jeunes. Vous inquiétez pas, hein. Ils gèrent super bien et puis de toute façon on est derrière pour chapeauter, mais voilà, vous serez super bien accueillis et vous allez super bien manger. Direction Fa'a, où l'art du tatouage s'expose sous toutes ses formes. La 2e édition du Tahiti Tattoo Fest réunit passionnés et artistes de renom venus du Fénois et de l'étranger. Entre outils traditionnels et machines modernes, le savoir-faire polynésien continue de marquer les corps et les esprits. C'est un reportage de Thomas Chabrol et Mereteato. Le Tahiti Tattoo Fest, une convention entre 2 univers, le tatouage avec les équipements modernes et le tatouage originel, parfaitement maîtrisé ici par Kaleua Krug. L'artiste hawaïen, très engagé dans la transmission de la langue et de la culture, participe pour la première fois au festival. Il transmet sa vision d'un tatouage porteur d'héritage et de sens. C'est vraiment important, car c'est le point de vue culturel qui a permis de conserver des endroits comme Tahiti et Hawaï. Ils sont beaux, mais la façon dont nous vivons maintenant chez nous, ça a dégradé notre pays. Au moment où nous remettons en place nos traditions, nos pensées traditionnelles reviennent. Et quand cela revient dans notre esprit, nous agissons différemment là où on vit. Autre maître du tatouage et invité d'honneur cette année, Tioti Tinirobarf, il dévoile son parcours et sa vision du tatouage polynésien comme un vecteur identitaire. Le message que je vais apporter aujourd'hui, dans mon expérience, avec toute la génération d'aujourd'hui, surtout eux sont connectés avec l'intelligence artificielle. Ça joue là, faites attention. Aujourd'hui c'est un message, un équilibre. N'oubliez pas, vous avez une autre langue, vous avez votre identité. Vous n'oubliez pas, vous avez nos traditions qui étaient laissées par nos ancêtres. Dans un art en pleine évolution, les artistes locaux, habitués aux machines pour tatouer, se penchent à nouveau vers les savoirs ancestraux et l'usage des outils rudimentaires. L'objectif est de maintenir une culture vivante. J'ai vu que l'année dernière, après la première édition, qu'il y a eu un impact sur certains tatoueurs qui sont à la machine et qui se sont dit « Waouh, en fait, je manque quelque chose, j'ai envie de me lancer dans le traditionnel ». Et moi, je trouve ça super que les jeunes veulent se mettre au traditionnel, qui est une pratique totalement différente. C'est génial de voir la culture ici. C'est bien de garder cette culture vivante. J'organise une convention au Canada et il n'y a plus vraiment de culture et de transmission. Les nouveaux artistes restent informés sur les traditions et les origines du tatouage. Jusqu'à dimanche, le Tahiti Tattoo Fest est le rendez-vous des curieux, amateurs et passionnés de tatouage, l'événement où le corps devient un support d'identité et de mémoire. Ils signent là-bas leur grand retour après 4 ans d'absence. Le groupe Pépénard entame une tournée dans l'Hexagone avec 3 dates prévues. Première étape, Brest, en Bretagne, pour un concert intimiste dans un restaurant tahitien. Un moment de partage que nous fait vivre Charlie Boudet. Il n'y a pas de doute, la Polynésie s'est installée à Brest. Je pense que c'est vraiment une chance et une opportunité pour nous de pouvoir vivre des moments comme ça, des temps forts en fait pour nous. Que de souvenirs, que du bonheur. Ça nous rappelle Tahiti, un petit peu à Brest, ça fait du bien, un petit peu de soleil. Nous sommes dans cette salle de spectacle dans un restaurant qui vient d'ouvrir ses portes. Pour l'inauguration, la patronne tahitienne a vu les choses en grand,
faire venir l'un de ses groupes préférés. On a ouvert samedi soir et en fait c'était l'occasion de les faire venir pour pouvoir avoir de la chaleur de Tahiti déjà. Et puis c'est vrai qu'ici en Bretagne on manque d'artistes polynésiens et Pépéna est tombé à la bonne période. À peine descendu de l'avion, le quatuor tahitien enchaîne sa nouvelle tournée métropolitaine. Les 250 places bretonnes se sont vendues en moins de 48 heures. C'est touchant quand je retrouve ce public qui vient de Brest parce que c'est un public métissé avec des Polynésiens, des Brestois, Brestoises et des gens de passage. Donc c'est vrai qu'on a eu un public différent de Tahiti. C'est la première tournée du groupe en France depuis le Covid. 3 dates seulement, toutes à guichet fermé. C'est un défi à relever, c'est très dur, hein, ça c'est certain. On a fait 30 heures de voyage pour arriver jusqu'ici à Brest, avec tout le temps qui est passé. Il a fait chaud dans l'avion, il a fait froid dehors, etc., etc. Donc c'est le défi qu'on s'est relevé, on va le relever jusqu'à la fin. Sur scène, les copains se retrouvent avec bonheur pour rencontrer leur public métropolitain. C'est pas souvent qu'on a des groupes connus de Tahiti qui viennent ici, surtout en Bretagne. Ils chantent bien, ils jouent bien de la gratte, il y a une bonne ambiance. C'est tout le temps génial. Pépéna propose 2 autres dates en métropole. Après Brest, direction Toulon, puis Nîmes. À l'approche de la Toussaint et du Turamara'a, les familles se préparent à honorer leurs défunts. Pour orner les tombes, le sable blanc de Taha est incontournable. Le reportage de Davidson Bennett. Chaque année, à l'approche du 1er novembre, les habitants de Taha reprennent cette activité saisonnière. Le sable blanc de l'île est réputé pour sa pureté et sa brillance, symbole de respect, de renouveau et de paix pour les défunts. Il faut voir au moins api. Ça veut dire tu fais la peinture, tu mets le sable dessus et une fois par année. C'est le nouvel habit pour eux. C'est la nouvelle vie pour eux. Hein? Comme si vous voyez, tu de faire au moins les linges api. À Papeari, Pascal Taoura, accompagné de ses filles, a acheté 3 sacs cette année pour la tombe de ses parents. Mais avant d'étaler le précieux sable, il faut d'abord nettoyer et préparer la sépulture. Voilà, on désherbe, on remet au moins à niveau ce qu'il y a déjà et par la suite on remet du sable blanc pour que ça soit bien propre. Il y a la peinture Roya aussi et quand c'est fini, demain matin nous allons déposer des gerbes de fleurs et mettre les bougies pour le Turamara'a après. Par respect pour nos parents et leur rendre hommage. Pour tout ce qu'ils nous ont appris. Autrefois, certaines familles achetaient jusqu'à une quinzaine de sacs à chaque Toussaint. Aujourd'hui, la tendance a évolué. En moyenne, 3 sacs suffisent par tombe. La multiplication des caveaux et des enfeux explique en partie cette baisse. Malgré cela, la tradition du sable blanc reste bien vivante. Un geste simple, chargé d'émotion, qui unit encore les familles du Fénois autour du souvenir de leurs proches disparus. Après le sable, un autre élément incontournable de la Toussaint, les fleurs, préparées avec soin par les horticulteurs du Fénois. En bord de route ou dans leur faapou, ils multiplient les compositions florales et parmi eux, Myrna Cadousto. Cette passionnée prépare plus de 400 paquets de plantes en cette période pour fleurir les tombes et honorer la mémoire des disparus. Direction son terrain avec Laure Philibert sur des images de Matei Horei. Elle arpente les allées de ces champs de fleurs. Myrna a les mains dans la terre. Depuis toujours, cette habitante de Papara cultive 1,5 hectare de terrain, partagé entre un faapou et des plantes ornementales, pour pouvoir proposer 400 paquets de fleurs à ses clients. Au moment de la Toussaint, Myrna doit anticiper et prodiguer des soins quotidiens. J'ai pris un peu de retard, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que je crois... Mais quand c'est en bouton, c'est bon. Parce qu'à la Toussaint, quand tu coupes, ils vont s'ouvrir à la langue quand il est coupé, quand c'est en bouton. Hein. Et même j'ai un client qui vient de Moria, qui vient
réserver le champ. Il veut tout, mais je ne peux pas. Je lui ai dit, écoute, je ne peux pas aussi aller vendre que les daisies au bord de la route, donc j'ai besoin aussi des couleurs assorties. Pour colorer les tombes, pas de chrysanthèmes. Myrna leur préfère d'autres essences. Tu as les hauts-puits, les oiseaux, les tulipes, les porcelaines, les daisies, j'en ai planté aussi. Et j'ai même planté des roses d'Inde, alors que les poulets, ils ont tout mangé, ils ont tout picoré les feuilles et ils m'ont laissé que le pied. Quant au tarif de vente, l'horticultrice de Papara ménage les finances de ses clients. Les premiers prix commencent à 500 et 1000 francs. On lui doit l'incontournable Poti Marara. Léonardine, l'inventeur de cet emblématique bateau de pêche local, est décédé ce vendredi de mort naturelle. Originaire de Touboué, c'est dans les années 50 que Léonardine avait imaginé ce bateau avec un manche à balai, idéal pour prendre des virages très vifs et pêcher seul le Marara. Deux veillées sont prévues demain et dimanche soir à Minchou, à Roué. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez votre émission Ta'a Tatoumou, suivie du résumé de la 3e étape de la Hawaii Kinui Va'a. Je vous souhaite une excellente soirée et n'oubliez pas de rester vigilants sur les routes. De petits monstres en quête de bonbons sont de sortie. Quant à nous, on se quitte sur ces images de la Hawaii Kinui Va'a.